J'ai 3 tumeurs dans le cerveau à l'heure où je vous parle. Je suis le dernier survivant. Je dis survivant parce que du côté de ma maman, je suis le dernier vivant de tous ces gens qui ont eu cette maladie. Voir les gens malades, les gens qu'on aime, partir, ça se fait pas. Je donne la force aux gens, mais j'ai plus de force. J'ai déjà tout perdu en fait. La première maladie de ma famille, c'est venu du côté de ma maman. J'ai ma tante qui a eu un cancer quand j'étais petit. Et quand j'avais 10 ans, elle est décédée d'un cancer généralisé. Et suite à cette personne-là, donc c'était autour de ma maman. Je devais avoir, je pense, entre 10 et 12 ans maximum. Vu que j'étais petit, j'étais pas vraiment conscient de tout ce qui se passe. Je savais que ma maman avait un problème de santé parce qu'elle commençait à prendre beaucoup de poids. Et après, elle a commencé à maigrir aussi. Et après, pour moi, c'était tout à fait normal, entre guillemets, dès que je finissais l'école. Mon papa, il venait me chercher à l'école et on partait à l'hôpital voir ma maman. Notre papa, il voulait qu'on soit présent le maximum avec notre maman, mais ça lui faisait peur pour nous, le fait qu'on réalise et qu'on voit notre maman dans un très mauvais état. Donc il nous a pas dit mot pour mot, elle est en train de mourir. On s'en rendait compte, je pense. Ma maman est décédée le 14 janvier 2004, donc je me rappellerai toute ma vie. J'ai des problèmes de mémoire, mais ça, on peut pas l'effacer malheureusement. Et j'ai fait plein de bêtises quand ma maman est partie. J'étais fâché contre la vie vraiment. Et on a eu notre cousin qui s'appelle Jonathan, qui a eu une tumeur dans la jambe à l'âge de, je crois que c'était 22 ans, 20 et 23 ans maximum. Je n'ai plus trop la notion du temps. Donc mon cousin, il vivait chez nous dès le décès de sa maman. Il appelait mon papa, donc c'était comme son papa et il vivait chez nous. Jonathan, c'est allé très très vite malheureusement parce qu'il a eu, même moi je vais m'en vouloir toute ma vie et je m'en veux souvent parce que quand on a appris qu'il avait une tumeur dans la jambe, pour moi c'était rien de très grave. Puis lui, il avait l'air tout à fait normal, sauf qu'il commençait juste à boiter. Mais il est mort 2 ans après, personne ne s'attendait à ça du tout. Quand j'ai perdu mon cousin, j'étais encore plus en colère contre la vie et je me disais mais c'est pas normal ce qui nous arrive. Mais j'étais pas du tout en train de me poser des questions, savoir si on a un syndrome, absolument pas. Je me suis dit mais désolé pour les mots, mais j'étais fâché et je me disais mais pourquoi encore une fois chez nous? Moi je me disais en fait on a vraiment un manque de chance, on a des cancers qui tombent chez nous, mais je réfléchissais pas plus que ça, donc encore un qui part. Donc je faisais des bêtises encore et encore. Je volais beaucoup de choses dans les magasins, des petits braquages avec des cagoules, que ce soit chez des Securitas pour voler du gaz, pour voler tout et n'importe quoi. J'étais un petit voleur. J'ai quand même réussi mes examens de la première année et j'ai réussi à rentrer dans une société. Ça m'a calmé, j'ai stoppé mes grosses bêtises, mes petites bagarres, j'ai stoppé tout ça. Et donc j'ai bossé pendant des années dans cette société et c'est là qu'en 2012, j'étais en vacances en Thaïlande et c'est là qu'on m'a dit écoute, faut que tu rentres. Mon frère, il a fait une crise d'épilepsie, il est à l'hôpital. Je suis rentré à la maison et c'est là qu'on m'a dit que mon frère, il va être opéré urgemment parce qu'il a une tumeur cérébrale. Ça m'a flingué parce que j'ai perdu ma maman, je vois que mon frère, il commence à avoir des problèmes de santé et j'étais même pas encore en train de réaliser, là c'était que le début des problèmes. Quand j'ai vu l'opération, quand je l'ai vu après l'opération qu'il était couché dans un lit d'hôpital, il me faisait juste comme ça avec le pouce pour me dire ça va, ça s'est bien passé. Il avait une grosse cicatrice avec un trou même sur la tête, je peux vous montrer une photo, mais ça m'a choqué. Ils lui ont fait de la radiothérapie et de la chimiothérapie pendant un certain temps. Ils lui faisaient des IRM, les tumeurs étaient stables apparemment. Jusqu'en 2016 où moi j'ai fait une crise d'épilepsie en allant au travail et c'est là on m'amène en urgence. Et moi, ce qui est incroyable, c'est que avant même de faire un électroencéphalogramme, j'ai dit au médecin, je leur ai dit, écoutez, je pense que j'ai une tumeur au cerveau. Ils m'ont dit, mais attendez, vous parlez de quoi? Enfin, ça les a un petit peu choqués même. Donc, ils ont fait un électroencéphalogramme, ils n'ont rien vu. Donc, ils m'ont dit, il faut faire un IRM. Et ils ont fait un IRM et effectivement, ils sont venus vers moi après l'IRM. Ils m'ont dit, bon, asseyez-vous, on va vous expliquer. Je leur ai dit, dites-moi clairement, j'ai une tumeur au cerveau, j'ai pas peur. Ils m'ont dit, alors oui, effectivement, vous avez une grosse tumeur dans le cerveau aussi, donc il faut qu'on vous opère. C'était pas urgent comme mon frère, mais ils m'ont dit à peu près 2 semaines. Dans 2 semaines, il faut qu'on vous opère. C'est marrant parce que mon frère, quand il a eu sa tumeur au cerveau, j'avais très peur. Lui, il n'avait pas peur du tout. Quand j'ai eu ma tumeur dans le cerveau, ça a inquiété plus mon frère, plus que moi-même personnellement. Donc, ce qui fait mal dans la vie, c'est de voir les proches malades souffrir. La souffrance chez nous, on l'accepte, on la supporte. On veut tout prendre sur nous. Je préférais prendre toute la maladie, les mettre sur moi que voir les gens malades, les gens qu'on aime partir, ça se fait pas. Je préfère prendre tout pour moi. Mais si je prends tout pour moi, eux, ils vont me regarder en malade, ça va les blesser aussi. Ma maladie, je l'accepte, mais que j'ai vu mon frère dans un état comme ça, ma maman dans un état comme ça, mon cousin dans un état comme ça, ma tante dans un état comme ça, c'est difficile.
Et c'est à ce moment-là, le docteur Daniel Roy, un neurologue qui opère le cerveau, c'est lui qui a opéré mon frère la première fois et qui allait m'opérer. Et c'est là, il y a forcément un lien entre vous deux. Et c'est là qu'ils ont fait un test génétique et qu'ils ont vu qu'il nous manque un gène, le gène TP53. Je ne savais pas ce que c'était, mais... Et c'est là qu'ils nous disent, effectivement, vous avez le syndrome Li-Fraumeni. En gros, il vous manque un gène et ce gène-là lutte contre les cancers. Et c'est pour ça que tous les gens de votre famille ont développé des tumeurs, des cancers du sein, une tumeur au cerveau pour moi et mon frère, dans la jambe pour mon cousin. C'est là qu'ils ont compris qu'effectivement, on a ce syndrome-là. Il ne faut surtout pas vous faire de la radiothérapie et la chimiothérapie parce que votre corps ne supporte pas ça. Et c'est là qu'ils ont dit, il faut stopper la radiothérapie et la chimio à mon frère parce que ça, je ne sais pas si c'est le bon, mais ça nourrit presque les tumeurs. Et donc, il ne faut surtout pas faire ça. J'ai 3 tumeurs dans le cerveau à l'heure où je vous parle. Le fait d'apprendre que j'ai ce syndrome-là, ça m'a pas rassuré, c'est pas le bon mot, mais ça m'a fait comprendre, on va dire, pourquoi il y a eu tout ça. C'est pas comme si c'est du hasard et qu'on prend des cancers comme ça, non. Il y a une explication là derrière. Et pourquoi nous, c'est comme ça, mais c'est tellement rare. C'est 400 familles connues sur Terre avec ce syndrome-là. Il y en a sûrement plus, j'espère pas, mais il y en a sûrement plus, mais c'est une maladie très rare. Et puis, ça, c'était en 2017. Il n'y avait pas trop de traitements proposés pour ça, donc ils ont proposé à mon frère d'être un cobaye pour lui faire des différents traitements, mettre ces petits trucs ronds qui envoient de l'électricité, des électrodes. Ils ne savaient pas trop ce que c'était ce syndrome-là, enfin, ils n'ont pas fait trop de recherches. Mon frère, il a la mobilité qui commençait à avoir des bugs et la parole. Donc il commençait déjà à boiter, il pouvait plus, c'est un petit détail, mais sourire. Il commençait à avoir le côté droit du corps qui commençait à plus trop bouger. Jusqu'à un jour, ça va loin ce que je vais dire. Mais... Moi, j'ai fait des bêtises dans ma vie. Depuis 2016, je me suis fait attraper en faisant des grosses bêtises. J'aurais dû être en prison. On aurait dû me mettre 2 ans en prison à cause du trafic d'herbe. Je vendais des grosses quantités d'herbe. Et quand je me suis fait attraper, c'était juste avant ma première crise d'épilepsie. Ces bêtises, je me suis fait attraper, on devait me mettre en prison. Mais on ne devait pas me mettre en prison le jour où je me suis fait attraper, mais je devais me faire juger, me mettre en prison dans 4-5 mois. Il fallait que je me présente tel jour pour qu'on me mette en prison. En Suisse, ça marche comme ça. Et peu de temps après ce jugement, j'ai fait ma crise d'épilepsie. Et c'est là qu'ils ont vu que j'avais une tumeur au cerveau. J'ai expliqué mon histoire au médecin. Il m'a dit on va vous faire un certificat médical parce qu'on ne peut pas vous mettre en prison dans le problème de santé que vous avez. C'est impossible qu'on vous mette en prison. Donc chaque année, je donne un certificat médical expliquant ma maladie et ils ne me mettent pas en prison. Jusqu'au jour où j'étais sous curatelle parce que dès ma première opération, j'avais déjà des problèmes de mémoire. Donc je ne pouvais plus m'occuper de mes courriers. J'oubliais tout le temps le courrier, de faire ci, de faire ça. Cette dame-là, malheureusement, elle a eu un problème de santé. Elle reprenait plus mes courriers et mes courriers ils repartaient à la justice quoi. Et donc en gros la police, la justice pensait que j'étais en train de me cacher quelque part. Un jour j'ai perdu mon portefeuille bêtement dans la rue et la police m'appelle, ils me disent écoutez on a trouvé votre portefeuille, pièce d'identité machin. J'ai dit oui effectivement c'est moi. Ils m'ont dit venez le récupérer. Je vais chez eux moi-même et ils me disent c'est vous monsieur Boctor. Je dis oui je viens récupérer mon portefeuille avec ma pièce d'identité machin. Ils me disent ah ok on va voir s'il n'y a pas autre chose à vous derrière. Je dis non j'ai juste perdu mon portefeuille. Ils me disent ok on va juste voir, on revient dans 30 secondes et ils reviennent à 7-8 policiers. Ils me mettent les menottes, ils me disent vous êtes là, on vous cherche depuis 6 mois et ils m'ont amené en prison. Donc j'avais déjà ma première tumeur, je devais prendre mes Keppra antiépileptiques, j'avais déjà besoin de prendre des médicaments. Ils m'ont dit vous êtes là pour 2 ans. Ils n'avaient aucune information sur moi, à part monsieur Boctor Moutinho doit être en prison. Ils n'ont pas d'informations sur ma santé, absolument rien. Heureusement j'ai pas fait de crise d'épilepsie, mais ils cherchaient pas trop à comprendre en fait les policiers. Et juste avant qu'on me mette en prison, mon frère boitait déjà, mais il était en dehors de l'hôpital. Et quand je suis rentré en prison, c'est pas à cause de moi, mais il est tombé dans les escaliers, il s'est cassé la cheville et il a dû être hospitalisé. Et suite à ça, ça a commencé à l'attaquer rapidement. Il pouvait plus trop parler en fait. Il n'arrivait plus à parler, il pouvait crier, mais il n'arrivait pas à dire je me suis cassé la cheville. Ils l'ont pas mis à un plâtre, ils lui ont rien mis. Donc l'opération, on est obligé pour réparer les os, il faut les faire dans les 2 jours qui suivent maximum. Et vu qu'il n'arrivait pas à s'exprimer, ils n'ont pas réussi. Ça m'a mis dans un état hyper violent parce que
J'avais besoin de rester avec mon frère tout le temps déjà, parce que je savais qu'il allait de moins en moins bien, j'en étais bien conscient. Ça m'a choqué, j'étais pas bien du tout. Et au bout de même pas 2 mois, je dirais 2 mois, les policiers sont venus vers moi et ils m'ont dit vous pouvez sortir. Déjà, à la base, avant de rentrer en prison, tous les 3 mois, je dois faire des IRM au cerveau, parce que j'avais été opéré, il me restait un morceau de la tumeur. Et quand je suis sorti de prison, 2 mois après, je fais un IRM et ils me disent vous avez une deuxième tumeur, il faut qu'on vous opère rapidement parce que vous avez une grosse tumeur qui a poussé de ce côté-là. Et voilà la cicatrice qui est là. Ils m'ont dit il faut qu'on vous opère tout de suite. Donc on m'a sorti de prison, mon frère était à l'hôpital, j'ai dû être réopéré. On m'a montré une pomme, une banane, on m'a demandé qu'est-ce que c'est que ça. Et c'est là que j'arrivais pas à savoir ce que c'était une pomme, ni une banane, ni une couleur. Je suis allé voir mon frère à l'hôpital. Il ne pouvait plus parler, je ne comprenais plus les gestes qu'il me faisait. Je ne pouvais plus comprendre ce qu'il me disait, ce qu'il me demandait, je ne comprenais plus rien. Alors qu'avant, j'étais le seul à le comprendre et à savoir ce qu'il avait besoin de faire. Et lui, il a réalisé que je venais d'être opéré et que je ne comprenais plus rien et ça lui a mis aussi moralement une grosse baffe, le fait de voir que j'ai été touché au cerveau. Moi, je voulais rester avec mon frère parce que déjà, je me suis toujours dit que j'allais pouvoir le soigner alors que je ne pouvais rien faire. Je voulais lui donner le moral, être avec lui jusqu'à la fin. Et puis, je pensais qu'il allait avoir un miracle. Je priais devant lui tous les jours. Je disais à mon frère qu'il va s'en sortir, qu'il va de mieux en mieux alors qu'il était en train de descendre. Mais je ne voulais pas accepter ça. Et puis que s'il voulait mourir ailleurs, je le prends et on part ailleurs. Il fallait juste me dire, mais il ne pouvait plus rien dire, il dormait tellement. Je ne pouvais plus rien faire. Il est parti le 29 septembre 2020, dans mes mains, à moi et mon papa. Mais maintenant, il se repose parce qu'il ne supportait plus. Il m'avait fait comprendre, même je comprenais. Là maintenant, j'ai réalisé après son décès parce que mon cerveau, il se réveille. Mais juste après mon opération, il essayait de me faire comprendre qu'il voulait partir en mettant plein de médicaments dans la bouche. Mais je savais qu'il n'arrivait plus à ouvrir les médicaments. Donc moi, je pensais qu'il devait prendre plein de médicaments. Alors que je n'étais pas du tout conscient qu'il n'avait plus du tout de médicaments à prendre. Mais je ne comprenais plus rien. J'étais dans une autre planète, vraiment. J'accepte pas son décès, mais que la souffrance soit partie, j'accepte. Qu'il ne souffre plus maintenant. Je ne suis pas égoïste. Je préfère qu'il parte pour plus souffrir comme il souffre, mais ça me fait souffrir beaucoup. Ouais. C'est malheureux, mais c'est vrai qu'on cherche toujours un peu un coupable. On se dit toujours j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Faut pas qu'on se mette mal nous-mêmes, mais c'est vrai que moralement, des fois, ça me met pas bien parce que c'est vrai que j'aurais dû faire certaines choses. J'ai l'impression. J'aurais rien pu faire de plus en fait, mais c'est parce qu'il me manque que je me dis j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, parce que ça me blesse tellement. Il est parti maintenant, mais il me manque tellement que j'ai envie de revenir un petit peu en arrière, même s'il n'était pas forcément très bien, pour le toucher plus, être plus à côté de lui, ou je sais pas. J'ai perdu la moitié de mon cœur et on me l'a enlevé. Je donne la force aux gens, mais j'ai plus de force. Mais je donne le moral aux gens parce que les gens qui se plaignent pour des petites choses, face à moi, ils se disent en fait, il est costaud, je leur donne le moral, je leur donne la force, mais moi j'ai presque plus de force et puis j'ai déjà tout perdu en fait. Le fait que mon frère ait reçu la radiothérapie, la chimiothérapie, son corps n'a pas supporté. S'il n'avait pas fait de la radiothérapie, de la chimiothérapie, peut-être qu'il serait encore vivant aujourd'hui, je sais pas. C'est sûr qu'on ne peut pas nous guérir, ils peuvent ralentir le grossissement des tumeurs, mais là ils les ont accélérés malheureusement avec ces mauvais traitements. Moi ils m'ont pas fait de radiothérapie ni de la chimiothérapie, c'est pour ça que je suis encore en pleine forme entre guillemets. Donc, je suis le dernier survivant. Je dis survivant parce que du côté de ma maman, je suis le dernier vivant de tous ces gens qui ont eu cette maladie. Avec le syndrome Li-Fraumeni, on ne vit pas jusqu'à 40 ans, 45 ans, c'est impossible. Encore moins avec des tumeurs cérébrales. Je fais le traitement, l'immunothérapie. Mais c'est un traitement qui existe depuis peut-être 2 ans, ils disent. Donc quand mon frère il a reçu en 2012 la première radiothérapie, chimiothérapie, il ne savait même pas ce que c'était l'immunothérapie, ça n'existait pas. L'immunothérapie, c'est pour booster l'immunité. C'est pour que notre corps lutte contre les tumeurs. On ne nous envoie pas des produits qui attaquent les tumeurs, si j'ai bien compris, mais qui font en sorte que notre corps soit boosté. Alors les médecins, ils se trompent des fois, hein. J'espère qu'ils se trompent aussi. Et moi, les médecins, ils m'ont dit, avant qu'ils me fassent l'immunothérapie, ils m'ont dit si ce traitement ne marche pas, il vous reste 2 ans à vivre. Donc après le traitement, il a fait que les tumeurs, elles dorment, donc elles ont arrêté de grandir. Donc je saurais, personne ne sait quand on va mourir. D'après les médecins, le traitement est positif. Je profite. Mon rêve, c'est de voyager, bien sûr, avec ma copine, parce qu'elle en prend plein la gueule. Désolé pour les mots, mais elle va souffrir le jour où je vais foutre
quand on n'oubliera jamais le décès de quelqu'un, mais l'amour qu'on nous donnait, on peut le retrouver. Et Dieu merci, ça existe, mais on ne peut pas retrouver l'amour que notre frère ou nos parents nous donnent, on ne peut pas retrouver tout ça. Si je rends heureux quelqu'un, ça me fait plaisir. C'est malheureux à dire, mais ma souffrance, elle blesse ma copine. Ma souffrance, elle blesse les gens qui m'aiment. Ça les blesse de savoir que je suis gravement malade. Donc si je peux donner le bonheur aux gens, je leur donne le bonheur. Je leur montre que je suis souriant, que je profite de la vie, que je suis de bonne humeur, que je suis heureux, même si je suis malheureux, je suis triste. Mais je garde ça pour moi, je pleure dans mon coin. Je donne l'amour, mais je donne aussi la souffrance en même temps. Mais moi, ce qui me fait du bien, vraiment, c'est d'être bien entouré, bien sûr. Mais ce que j'ai envie de faire, c'est simplement de voyager, respirer de l'air ailleurs. Si je pouvais faire le tour du monde, ou même simplement aller dans un camping-car, faire un tour sur la mer, en bateau, n'importe, mais voyager, voir des nouvelles choses tous les jours. Moi, je tiens à raconter mon histoire parce que déjà, c'est pas égoïste, mais ça me fait du bien à moi-même de le raconter. J'espère pas que je blesse des gens qui ont ce syndrome-là, qui est encore plus compliqué que moi. Mais je tenais à le raconter, à sensibiliser pour certaines personnes, même si on réalise pas trop les choses tant que ça nous arrive pas à nous-mêmes, pour qu'on se rende compte qu'on n'a qu'une vie et puis que tout peut arriver à n'importe qui et ça peut arriver très vite. Il faut profiter de la vie, on n'a qu'une vie et puis pour ces gens qui m'écoutent, qui ont ce syndrome-là, je vous souhaite quand même que du bonheur, je leur souhaite que du bonheur. La joie, la santé, on l'a peut-être pas, mais il faut profiter à fond, rester proches des gens qui partiront un jour ou l'autre, voir que les choses positives si on y arrive et puis voilà.